dites que l'ostéopathie, en tout cas l'approche somato-émotionnelle, va aider à libérer les tensions qui sont imprimées dans le corps. Comment ces tensions peuvent être imprimées dans le corps? Comment le fait qu'on ait une tension qui n'est pas physique, finalement, qui est plus soit mentale, soit émotionnelle, comment elle s'imprime dans le corps? Mais il y a des mécanismes. Le mécanisme le plus simple et le plus compliqué, c'est le système limbique. C'est une structure qui est située là, à l'intérieur, entre les hémisphères, qui va déjà être efficace et opérationnelle déjà in utero. Donc l'enfant, le fœtus, qui est dans le ventre de sa maman, vit déjà des sensations. On ne vit pas des sentiments, parce que le sentiment doit passer par le cortex. C'est le cortex qui va transformer une sensation en sentiment, mais il vit des sensations, il vit des émotions. Il travaille par les 5 sens. Donc le tact, les pressions sur la peau, s'il est mal mis, l'ouïe, parce qu'il entend déjà in utero, la vue, le goût, parce que les enfants sucent déjà leur pouce. Les 5 sens sont déjà producteurs de sensations, et ces sensations, elles vont monter dans le système limbique, qui est le coffre-fort émotionnel. Donc déjà à la naissance, l'enfant a son package émotionnel en fonction de ce qu'il a vécu in utero. Alors ça c'est intéressant aussi, c'est les réflexes archaïques, le réflexe de Moro, le grasping réflexe, le réflexe de rotation asymétrique, les enfants qui se mettent avec la tête d'un côté, le tronc de l'autre, tout ça sont des réflexes archaïques. C'est des réflexes qui existent mais qui vont disparaître. Ils sont archaïques, ils sont là à un moment donné de la vie, et puis l'enfant va dépasser, le corps va quelque part gérer ce réflexe archaïque et puis passer au suivant. C'est partie de l'évolution. Là, vous parlez dans intra-utéro ou extra-utéro? Mais voilà, on les a en extra-utéro, à la naissance, mais on a déjà des réflexes archaïques intra-utérins. Alors, il y a des neurologues qui ont fait des études, justement, et là, les orthophonistes et les logopèdes connaissent parce que ces réflexes archaïques, après, quand ils ont été perturbés, on sait même à 6 ans, à 10 ans, à 20 ans, faire des tests, et des batteries de tests qui se font chez l'enfant, chez l'adulte, qui permettent de déterminer quel est le réflexe archaïque qui a été perturbé dans l'évolution. Et en fonction d'un réflexe archaïque perturbé, on va avoir des réactions, des attitudes, des postures, des réactions émotionnelles, physiques dans la vie. Par exemple, celui auquel je pense, c'est un réflexe archaïque qui a lieu à la 6e semaine in utero. 6e semaine in utero, ça veut dire que vous êtes une femme et vous avez des relations sexuelles. Donc, vous allez avoir vos menstruations ou pas. Bon. Selon que vos menstruations arrivent, elles sont là, je ne suis pas enceinte. Vous n'avez pas vos menstruations, donc 15 jours après, puisque c'est la fécondation dans le cycle, le 14e jour, logiquement, 2 semaines après, 3 semaines après, vous attendez vos règles, vous ne les avez pas. Donc ça fait 2 semaines, 3 semaines, après 1 semaine, je ne les ai pas, après 2 semaines, je ne les ai toujours pas, je suis peut-être enceinte, non, j'ai peut-être un retard de règles. Donc c'est déjà à la 4e semaine que la femme se pose des questions. C'est là qu'elle va acheter son test prédictor, et puis elle voit si elle est enceinte ou pas. Bon, le prédicteur est positif, bon, ça ne veut pas tout dire. Donc elle va chez sa gynéco, ou chez le médecin, elle fait une prise de sang. On voit s'il y a l'hormone gonado-chorionique, l'HCG, qui est présente. Si c'est le cas, effectivement, vous êtes enceinte. On est déjà plus ou moins à la 5e semaine. Et là, on vit peut-être un conflit ou pas. Donc la femme qui est enceinte, soit elle le vit bien, elle est heureuse, elle le dit à son mari. Son mari n'est peut-être pas heureux d'apprendre cette nouvelle. Ou peut-être que c'est pas le moment. Ou peut-être qu'on n'aurait pas dû. Ou peut-être que maintenant, bon, la femme, c'est peut-être pas la femme légitime. C'est peut-être la maîtresse qui est enceinte. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on approche de la 6e semaine et que là, il y a ce fameux réflexe de peur paralysante, le RPP, qui est un réflexe archaïque. C'est-à-dire c'est un réflexe qui va s'installer et que l'enfant va dépasser. Donc, si la maman, par exemple, a peur d'être enceinte, n'a pas envie d'être enceinte, ou a envie, mais le mari n'a pas envie qu'elle soit enceinte, elle va être en situation de crise, de stress. Le bébé, c'est l'embryon à ce moment-là, peut être sous l'influence de ce réflexe de peur paralysante, et on voit que quand la maman vit un stress, l'embryon se rétracte. Donc ça a été fait par des neurologues, elle fait tout ça en imagerie, et
si l'embryon se libère, enfin, se détend, ça veut dire qu'il a accepté, géré ce réflexe de peur paralysant. Par contre, si l'embryon reste rétracté, eh bien, il conclut que le réflexe n'a pas été bien assimilé. Donc ça va perturber le réflexe suivant, unictéro. Et puis de là, on arrive à tous les autres réflexes, Monroe, grasping, marche à quatre pattes, etc. Donc toute la chaîne de réflexes est perturbée. Et ce réflexe de peur paralysante, s'il a été perturbé, et ça on sait le voir chez l'enfant ou chez l'adulte par des batteries de tests qui ont été mises au point, eh bien, on va avoir comme symptômes les gens qui ne savent pas vous regarder dans les yeux, les gens qui sont mal dans leur peau, qui sont toujours en claustrophobie ou en agoraphobie. Ça, tous des troubles qui sont bien répertoriés. Et à travers ces troubles, on pourrait même dire, tiens, en fonction de tous ces troubles, n'a-t-il pas eu un réflexe de peur paralysante perturbé? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, là il y a plusieurs réflexes archaïques qui vont arriver l'un après l'autre. S'il y en a un qui est perturbé en amont, il va forcément perturber toute la suite des autres. Perturber la chaîne. D'accord, donc plus le réflexe paralysant perturbé est tôt, plus les autres vont être perturbés. Tout à fait. Et surtout le suivant. Je sens, et je dis, et je constate que la vie extra-utérine est vraiment le moment, les 9 mois de vie en colocation avec la mère. Hein. Alors quand vous êtes en colocation, le colocataire, il n'est pas toujours sympa, il n'est pas toujours agréable, il n'est pas toujours de bonne humeur, il n'est pas toujours joyeux, il n'est pas toujours en forme, il n'est pas toujours respectueux, il fait du bruit, il bouge tout le temps, il ne se repose jamais. Donc quand vous êtes dans ce ventre, dans cette utérus pendant 9 mois, c'est quasiment impossible de ne pas être influencé par ce moment de 9 mois, ces 9 mois de vie extra-utérine. Je vous pose une question, vous êtes né quand? L'année ou le mois? Le mois. Juillet. Juillet. Ouais. Là c'est faux. D'accord. Moi j'aurais dit novembre. Oui, 9 mois avant. Mais oui, ça veut dire que là je vous le dis, et puis je vous pose la question, et vous faites encore fi de ces 9 mois. Non, c'est vrai, très juste. Prépondérants, importants. Et en fait c'est ça, ce sont ces 9 mois de vie extra-utérine, où la théorie de la somato-émotionnelle, c'est que la maman, qui est la parturiente, la femme enceinte, qui porte l'enfant 9 mois dans son ventre, elle lui transmet des informations en permanence. Ce qu'elle vit, son corps le ressent, et le bébé qui est dans son ventre, le fœtus, le ressent aussi. Donc il ne va pas pouvoir dire « maman a peur, j'ai peur, maman a mangé du chocolat, j'aime bien le chocolat ». Par contre, il est clair que l'enfant ressent par ses 5 sens. Et les 5 sens vont aller alimenter le système limbique qui est déjà le coffre-fort des informations et des émotions. Mais il ne peut pas dire « maman a peur, j'ai peur », il ne peut pas dire maman a honte, j'ai honte. Oui, c'est parce que c'est lui, il ressent juste des choses, voilà. Et puis ça s'imprime dans son corps. Ça s'imprime dans son corps. On n'a pas le système limbique qui réagit avec le corps, qui travaille avec l'hypophyse, qui produit des hormones, certaines hormones qui vont agir sur la détente. Quand on dit à quelqu'un, souvent pour les femmes, on dit ce sont ces hormones. C'est tellement gros et péjoratif. Voilà. Les femmes, elles sont de mauvaise humeur, ce sont ces hormones. Ou elle a ses menstruations, elle est en période. Mais c'est tellement vrai que les émotions qui remontent tout le système par les 5 sens, et puis qui renvoient à ce système limbique, qui lui va renvoyer une action sur l'hypophyse, qui est la glande endocrinienne par excellence, qui va renvoyer des actions vers les autres glandes dans le corps, et qui vont produire des hormones. Mais c'est clair qu'on est sous l'influence de nos hormones, sûr et certain, les hommes comme les femmes. La testostérone rend plus agressif, rend plus dynamique. Les hommes qui ont moins de testostérone, ils sont un peu plus lents, plus apathiques. C'est vrai que les hormones sont là, mais les hormones sont sous l'influence de l'hypophyse, l'hypophyse sous l'influence du système limbique. Ça peut aussi être dans le mauvais sens, on peut être aussi mal parce que le système limbique fonctionne avec tout ce contingent d'émotions négatives, de peurs, etc. Donc les peurs sont souvent, malheureusement, des éléments, des cohabitants négatifs dans notre cerveau, dans notre système émotionnel, et ça produit des réactions dans le corps. Alors, une peur ou une émotion exprimée va simplement permettre une communication. Une émotion non exprimée, elle va être imprimée. La loi de Laborit, Henri Laborit, disait dans la vie, il y a plusieurs solutions. Face à un conflit, on peut fuir.
ou combattre. Alors si on ne peut pas fuir et si on ne peut pas combattre, on va inhiber. Donc on va somatiser. Et là, c'est tout le principe du refoulement, tant psychologique que physique. Et c'est le refoulement qui est la base des maladies psychosomatiques.